les académiciennes, messieurs les académiciens, ayez la gentillesse de prendre place. Merci. Ayez la gentillesse de prendre place pour cette séance du mercredi 11 mars 2020, où l'Académie de chirurgie reçoit la Société française de chirurgie d'urgence. Avant que d'ouvrir la séance et d'écouter notre relecteur, si je puis dire, relectrice dans le cas particulier, on remercie bien sûr une nouvelle fois Arlette. Je laisse la parole au secrétaire général de l'Académie nationale de chirurgie qui va vous faire quelques annonces. Alors en fait, on pratique une seule annonce, c'est celle qui concerne le coronavirus. Vous savez que la situation est évolutive et donc nous allons diffuser un mail, mais je vous donne en substance le message. À ce jour, nous n'avons pas, selon les recommandations de la Direction générale de la santé, de raison de suspendre les séances de l'Académie. Bien sûr, la situation est évolutive. On pourra être amené à prendre des décisions différentes dans les jours qui viennent en fonction de l'évolution des choses. Simplement, c'est une question de responsabilité personnelle de chacun. Je veux dire par là que ceux qui habitent dans des zones de cluster peuvent se dispenser de venir. Et que, contrairement à ce que nous faisons habituellement, et j'en suis un fervent supporter de se serrer la main, eh bien, il faut éviter ce type de manœuvre, comme ça nous est recommandé. Voilà, c'était juste cette information à vous livrer. Merci Hubert, merci monsieur le secrétaire général. Donc, nous allons laisser la parole à notre secrétaire de séance qui va nous faire le résumé de la séance précédente dans un premier temps. Et ensuite, on ouvrira officiellement la séance pour respecter la règle avec nos amis de la Société française de chirurgie d'urgence. Ma chère Arlette, en vous réitérant nos remerciements. Excusez-moi. C'est bon, il était. Bah, je la laisse pour l'instant. Tac. Voilà, merci Arlette. La séance, merci Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, messieurs les académiciens, c'est mieux là ? La séance du 4 mars dernier s'est déroulée sans aucune difficulté, mais elle a été très technique, très intéressante, mais a laissé un peu sans voix les auditeurs. Cette chirurgie du genou et surtout de la rotule, la gourgandine de l'orthopédie, comme l'a appelé M. Coudane. Gilles Pasquier de Lille a parlé de l'évolution des facteurs de risque de l'instabilité fémoro-patellaire en co-auteur de Sophie Putman. L'instabilité fémoro-patellaire se définit comme un déplacement anormal de la patella pendant son trajet fémoro-patellaire pouvant aller jusqu'à la luxation. Elle est source de douleurs invalidantes et d'arthrose fémoro-patellaire. La patella permet le développement de la force quadricipitale. Elle est sanglée sur la trochlée par les réticulums latéraux et le tendon patellaire. Henri Dejour a individualisé 4 facteurs de risque principaux. L'aplatissement de la trochlée fémorale, facteur le plus fréquent, avec des descriptions des signes radiographiques, signes du croisement, présence d'une saillie ou d'un éperon sur le cliché de profil. La TAGT excessive traduit un placement trop latéral de la TTA entraînant une subluxation de la patella. La patella alta, définie par l'index de Caton Deschamps, se calcule sur le cliché de profil et caractérise l'engagement difficile d'une rotule en position haute. La dysplasie du quadriceps, rencontrée dans les instabilités permanentes, surtout chez l'enfant en cas de quadriceps court. La dysplasie du vaste médial favorise un déséquilibre se traduisant par une bascule ou tilt latéral de la patella. L'évolution des facteurs d'instabilité s'est faite avec les progrès de l'imagerie, le scanner et surtout l'IRM, permettant une approche plus précise des risques de luxation. Dans les parties molles, le ligament fémoro-patellaire médial a pris une importance nouvelle et complète l'apport des facteurs osseux. Lors de tout épisode d'instabilité fémoro-patellaire, il est sollicité ou atteint lors d'une luxation. Ou lors d'une luxation, il est rompu.
C'est mon téléphone, excusez-moi. Est-ce que c'est déjà présenté Marché à l'Arlette, vous êtes largement pardonné. Je suis navrée. Je vous en prie. Lors de tout épisode d'instabilité fémoro-patellaire, il est sollicité ou atteint et lors d'une luxation, il est rompu. Son atteinte permanente après une luxation a conduit à sa réflexion constante associée à la correction des facteurs osseux principaux avec standardisation progressive des techniques utilisées. L'amélioration de la connaissance des facteurs de risque permet de moduler l'indication chirurgicale et son moment. Heureusement, M. Koudane a pris la parole, car il y avait un grand silence à la fin de cette présentation. Le mot-clé est MPLF, donc ce ligament médial fémoro-patellaire que l'IRM a permis de découvrir. Patrice Mertel insiste sur le rôle du frein de la rotule. Ensuite, Vincent Chassin m'a parlé de l'examen clinique et de l'imagerie actuelle de l'instabilité fémoro-patellaire. La manifestation habituelle de l'instabilité patellaire est la luxation externe de la patella. Le bilan clinique est essentiel pour faire le diagnostic d'instabilité patellaire, évaluer sa gravité et prévoir l'imagerie nécessaire. Et il avait rajouté qu'il fallait bien prendre son temps. À l'examen clinique, 4 signes sont importants. Le signe d'appréhension de Smiley, la mobilité transversale de la patella exagérée, la course anormale de la patella et la bascule patellaire. On recherche également des facteurs favorisant la baïonnette du tendon patellaire, génuvalgum, réguvartum et antéversion exagérée du col fémoral, torsion tibiale externe, hyperlaxité. Le bilan radiographique standard reste indispensable, complété par le scanner ou mieux l'IRM qui permet, grâce au coupe axial, l'analyse des facteurs de l'instabilité. L'examen clinique et l'imagerie guident les indications thérapeutiques. Franck Rémy parle dans les éléments cliniques, le signe de Smiley est très important. L'IRM supplante-t-elle le scanner, Vincent Chassin, oui, pour apprécier l'instabilité patellaire. Henri Koudane, les mots-clés, c'est prendre son temps, attendre la deuxième consultation avant l'avis chirurgical, ne touchez pas à ma TTA. L'instabilité est souvent plus importante que la douleur. Roger Badet de Lyon, quel traitement pour l'instabilité fémoro-patellaire? Le traitement médical vient en premier. Immobilisation antalgique de courte durée, renforcement du quadriceps et du vaste externe si possible, correction des troubles posturaux, étirement et reprogrammation neuromusculaire. Si le traitement est inefficace, c'est la place de la chirurgie. Les techniques chirurgicales sont multiples, fixation molle avec tendon ou fixation rigide. Obtenir une stabilisation fémoro-patellaire par réalignement de l'appareil extenseur, etc. Les complications sont de 4 à 6%. La trochéoplastie permet de restaurer la stabilité de la patella au début de la flexion. Franck Rémy, y a-t-il une préférence pour le mou ou pour le rigide? En fait, l'association des deux est souvent utile. Attention aux trochéoplasties qui doivent être confiées à des chirurgiens entraînés à cette technique. Monsieur Dubousset, quoi faire pour les enfants sans cartilage? Et la réponse a été les confier à un chirurgien pédiatre. Patrick Mertel, prise en charge de l'arthrose fémoro-patellaire. Elle est isolée, touche près de 10% de la population et est aussi symptomatique que l'arthrose fémoro-tibiale. Son traitement demeure pourtant un véritable challenge et nécessite d'éliminer une atteinte fémoro-tibiale ou un risque d'évolution vers une gonarthrose globale, d'autant plus que son évolution est très lente, passant du stade 1 au stade 4 en 20 ans. La prise en charge des stades débutants doit toujours être médicale, associant rééducation, une viscosupplémentation, voire des injections de PPR. Dans les formes localisées, des gestes de débridement arthroscopique peuvent être proposés. Les transferts et cultures de chondrocytes semblent prometteurs. Dans les formes latérales sur rotule subluxée, un release du réticulum latéral isolé ou associé à une ostéotomie de réalignement de la tubérosité tibiale permet un soulagement de la douleur.
La transposition selon Maquet, qui semblait tout à fait logique, a été cependant abandonnée en raison d'un risque trop élevé de survenue de nécrose cutanée, car elle était trop sous la peau. Une arthroplastie fémoro-patellaire réalisée de façon rigoureuse donne d'excellents résultats. Vincent Jassin, et si une globalisation de l'arthrose survient, eh bien, la prothèse fémoro-patellaire n'empêche pas une prothèse totale. Henri Coudan nous dit qu'il en a retiré des dizaines et qu'il n'a pas été gêné pour la mise en place d'une prothèse totale. Franck Rémy a parlé de la technique chirurgicale des prothèses fémoro-patellaires. La place de la prothèse fémoro-patellaire a été confirmée dans le traitement de l'arthrose fémoro-patellaire sévère, idéalement sur dysplasie de la trochlée fémorale. Les prothèses fémoro-patellaires modernes de 3 générations à coupes anatomiques permettent de gommer la dysplasie trochléenne et ont un ancillaire précis et reproductible. La précision des indications, les progrès de la cinématique prothétique et une meilleure compréhension de la technique chirurgicale ont permis de conforter la place de la prothèse fémoro-patellaire. La voie d'abord latérale doit être privilégiée et reproductible. La technique associe ainsi le rapprochement de la trochlée à la patella et celui de la patella vers la trochlée, assurant une course fémoro-patellaire optimale, garant du résultat final. En respectant ces impératifs, les résultats fonctionnels et radiographiques sont prévisibles, de bonne qualité et durables, sauf en cas d'installation d'une arthrose fémoro-tibiale. Monsieur Vielpo, quel est le nombre de prothèses fémoro-patellaires par rapport aux prothèses totales? C'est 900 pour 100 000. Une indication, ne pas attaquer le cartilage des rotules douloureuses, sinon on a de gros ennuis, ou on y court. Merci de votre attention. Merci beaucoup, de ce résumé, effectivement, sur une séance qui était très intéressante. Évidemment, je suis orthopédiste, donc je connaissais un peu, mais ça a levé un peu le voile pudique sur la face cachée de la gourgandine de cette articulation du genou. Voilà. Merci en tout cas pour ce résumé. Y a-t-il des commentaires ou des oppositions? Non, donc cette séance est définitivement validée.